Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise. Question d'actualité, c'est maintenant. Nous allons parler de la République, comme on le fait toujours. Un regard particulier, c'est celui de l'honorable député Didier Mundela, qui est élu de Lukunga. C'est avec lui que nous allons aborder cette question d'actualité. Ce soir, question d'actualité, on parlera de la guerre en RDC, dans l'Est de la République, mais on parlera aussi de la mobilisation voulue par le président de la République et on fera un clin d'œil sur ce qui s'est passé à Luanda, comment on le conçoit. En tout cas, c'est avec lui que nous allons aborder ces questions ce soir. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous vous sentez bien? Ça va. La République démocratique du Congo connaît une guerre depuis 2021, une énième guerre avec le M23. Le Rwanda est derrière et tout a été prouvé que c'est bien le Rwanda qui nous mène la guerre depuis plusieurs années. Cette fois, il a été démasqué et ça a été dit à haute voix sur le plan international. Honorable, en 2021, alors que l'on voulait recommencer un élan de développement très rapide, soudain, la guerre surgit et finalement freine quand même cet élan de développement. Comment vous appréciez cette situation? En effet, revenir sur cette situation, ça fait trop mal de le répéter chaque fois. Mes prédécesseurs sont déjà passés plus d'une fois pour parler de la guerre à l'est de notre pays. Cette guerre, ce n'est pas seulement en 2021, mais ça date d'il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, ça va faire presque 30 ans que l'est du pays est en proie de guerre et d'instabilité. Surtout que maintenant, en 2021, nous pouvons nous apaisantir sur ça parce qu'il y a eu recrudescence. Et nous avions eu un élan de développement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, tout a été bloqué à cause de cette guerre. Cette guerre nous est imposée par notre voisin de tout le temps. Il est toujours là, il est en train de lorgner. Pour lui, c'est chercher à ce que la RDC ne se développe pas. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Et derrière lui, il y a beaucoup de multinationales qui veulent récupérer nos minéraux à faible coût, parce qu'il faut savoir que notre pays, l'Est de notre pays, regorge de beaucoup de minéraux stratégiques. Et les multinationales en ont besoin. Mais au lieu de venir frapper à la grande porte pour échanger avec les gouvernants congolais, malheureusement, ils passent par le Rwanda, notre voisin, qui lui aussi a des visées hégémoniques. Le Rwanda veut avoir des terres en RDC. Vous avez suivi partout comment ils sont en train de dire que la RDC avait pris à l'époque ces terres. Mais la répartition de terres, nous, on n'était pas là. Vous et moi, on n'était pas nés. Même lui, le fameux président Kagame, n'était pas encore venu au monde. C'était en 1885, à la conférence de Berlin. Mais si ils trouvent aujourd'hui que nos terres leur appartiennent, mais ils peuvent aller, on peut répartir à la conférence de Berlin, si c'est possible. Donc vous voyez que cette guerre nous est injustement imposée. Donc ça doit s'arrêter à un moment. Ça doit s'arrêter à un moment. En répondant, vous avez parlé des multinationales qui préfèrent passer par le Rwanda ou les devenir auprès du propriétaire officiel, la République démocratique du Congo, depuis quelques jours déjà. On parle d'un deal entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ou le gouvernement de la RDC et le gouvernement américain. Possible deal en termes d'exploitation minière, offrir aux États-Unis d'Amérique certainement un accès privilégié sur nos minerais stratégiques. Ça fait jaser, il y a des gens qui racontent, il y a des gens qui parlent sur cette question. Et vous pensez que c'est une façon d'attirer ces multinationales qui passaient par le dos de la RDC pour aller au Rwanda, une façon de leur demander de venir officiellement rencontrer le gouvernement de la RDC, véritable propriétaire des minerais? Tant que ce n'est pas encore officiel, je ne sais pas trop m'avancer là-dessus. Mais ce serait une bonne chose, parce que vous voulez obtenir quelque chose. Au lieu de passer par le voisin ou par chemin détourné, vous allez directement affronter la personne et vous discuter de comment acquérir ce bien-là. Et comme ça, tout un chacun est gagnant. Donc ce ne serait pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à encourager. Parce que nos richesses, vous savez, à l'époque coloniale, le roi des Belges a exploité autant de richesses de la RDC. Nous les en avons encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il y en aura toujours. Au lieu de chercher midi à 14h,
ben, venez, on va discuter. Et c'est ce qu'a toujours prôné le chef de l'État. Venez vers moi, venez vers le gouvernement, on va discuter et on aura des solutions. Et tout le monde sera gagnant. Tout le monde sera gagnant. Félix-Antoine Tshisekedi, face à cette guerre, a lancé une mobilisation générale. Chacun, en ce qui les concerne, doit prendre la mesure du danger et s'est préparé à affronter cet ennemi qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Honorable, vous êtes député national. Comment vous concevez cette mobilisation générale appelée par le président de la République? Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Écoutez, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Une guerre qui nous a imposé injustement, nous avons besoin de tout le monde. On n'a pas besoin, en ce moment-ci, opposition, majorité, il faut qu'on oublie un peu ça. Qu'on oublie un peu nos égos. Parlons Congo, parlons République. Parce qu'aujourd'hui, si nous perdons nos terres, je ne sais pas si on parlera encore de la République démocratique du Congo. Ça sera tout un problème. Alors nous devons garder nos terres pour nous. Oublions un peu nos égos, oublions un peu nos querelles intestines. Cherchons plutôt une cohésion nationale, et c'est ce que le chef de l'État a lancé. Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État. Pourquoi? Parce que si nous gardons l'unité de ce pays, nous allons léguer quelque chose à notre pays. C'est même dans notre hymne national. Nous devons léguer quelque chose à la postérité. Et je reviens à la mobilisation maintenant. Nous devons tous nous mobiliser. Mais cette mobilisation doit être pérenne. Il ne faut pas que ce soit seulement pendant cette période de guerre et tout. Après, chacun, comme les Quinois disent, moi, non. Nous devons garder cela en tête pour que demain, nous soyons toujours debout. Chacun là où il est, il doit travailler, il doit être mobilisé. Il n'est pas dit que tous nous irons dans l'armée ou à la police, mais nous encourageons, nous allons mobiliser les jeunes qui sont capables d'aller aujourd'hui prendre les armes pour bouter, sécuriser notre pays, et nous devons les encourager à aller massivement. Mais nous devons aussi, dans la mobilisation de tout un chacun, moi par exemple, je suis député, je dois veiller à ce qu'on mette les moyens pour ces jeunes qui vont intégrer l'armée ou la police, parce que même la police, nous avons le phénomène Koulouna ici. Il faut éradiquer cela. Il faut qu'on ait des gens pour cela. Ce n'est pas des civils qui vont le faire, mais ce sont des policiers parce que c'est leur devoir. Les militaires, c'est pour sécuriser aussi nos frontières et bouter surtout notre ennemi, qui est le Rwanda, en dehors de nos frontières. Mais nous devons veiller à ce qu'ils aient des moyens, qu'ils soient équipés, que leurs familles se sentent à l'aise quand les enfants ou les maris ou les femmes sont au front. Donc chacun là où il est, même vous journalistes, faites bien votre travail, faites passer le bon message, le médecin, les prêtres, les pasteurs et tout, ne soyons pas là pour chanter seulement à la gloire de personnes, des individus, non. Mobilisons-nous pour un Congo, parce que chacun, en venant au monde, personne n'a choisi à être Congolais. Nous sommes venus au monde, on était Congolais. Donc nous avons ces biens-là communs que nous devons absolument, absolument défendre. Et moi, je suis pour la mobilisation, mais nous devons bien nous organiser pour cette mobilisation-là. Il ne faut pas se mobiliser pour le plaisir et dire que non, c'est sur cette période, mais nous devons nous mobiliser dans tout ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y avait un élan de développement, et c'est ça aussi qui va permettre à ce que notre pays se développe. Nous devons tout le temps être éveillés pour que notre pays aille de l'avant, et éveillés surtout en cette période pour bouter hors de notre territoire notre ennemi rwandais. Ça, c'est l'effort que nous devons tous fournir, mais parce que vous êtes député, vous allez les représenter tout de suite, parce que la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir comment le président de la République a dit, il a demandé au gouvernement même que ça soit fait de façon urgente, améliorer plus ou moins le vécu quotidien des militaires, prévoir des primes pour ceux qui sont au front, bref, améliorer les conditions sociales des militaires. Est-ce que vous pensez que ça contraste un tout petit peu avec la régulière, tous les jours? Généralement, les institutions sont très éléphantesques en termes de consommation budgétaire et que les acteurs au niveau élémentaire, comme les militaires, comme les policiers, sont laissés pour compte. Est-ce que vous pensez que, à votre niveau, à l'Assemblée nationale, avec vos collègues, vous y tenez vraiment? Bien sûr. Bien sûr, nous y tenons. Et je crois bien que la commission ECOFIN de l'Assemblée va revoir encore le budget pour permettre à ce qu'on ressorte
les moyens nécessaires, parce que le gouvernement avait fait une proposition et en suivant les fonctionnaires, ça n'était pas à leur goût. Ça, on le sait. Mais nous devons revoir certaines rubriques au niveau du budget, au niveau des institutions, pour permettre à ce qu'on ressorte quelque chose pour nos forces armées, nos Wazalendo aussi, et même la police. Pourquoi? Parce que, et ça, à quelque chose, malheur est bon. Ça nous donne la matière à réflexion. Pourquoi? Parce que demain, quand nous allons élaborer un budget, nous devons tenir compte de cela. Du déséquilibre qu'il y avait à l'époque dans notre budget pour corriger. Parce qu'il faut maintenant valoriser ceux-là qui jurent et qui prêtent serment sous le drapeau. C'est très important parce que sinon nous aurons toujours des militaires démotivés, sinon nous aurons des policiers qui ne font pas leur travail et ça doit nous aider maintenant. Cette situation nous aide quelque part à nous remettre en question. Mais nous ne devons pas dire que non, une guerre c'est une bonne chose. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais. Nous devons travailler et nous devons arrêter cette guerre. Le sang a assez coulé dans notre pays, mais ça doit nous booster, ça doit nous motiver aujourd'hui pour dire plus jamais cela. Ce que vous dites est très bien. Je crois que c'est toujours pendant les guerres qu'il y a des grandes inventions, qu'on se redécouvre, on trouve des solutions à des questions difficiles, ça c'est une évidence. Mais est-ce que l'état d'esprit des députés, si vous les représentez ici, sauf que je revienne sur ça à un moment, est-ce que l'état d'esprit des députés nationaux est prêt, est disposé à se libérer un tout petit peu et à faire ce que vous dites? Tenir compte, parce que c'est depuis 2006, nous avons une Assemblée nationale, on dit toujours que les budgets consommés au sommet par les institutions, mais on ne fait toujours rien. Est-ce que vous ne pensez pas que il faudrait encore une sensibilisation? Cette fois, nous pouvons croire que ce sera fait, que les militaires seront plus ou moins pris en compte. Ne vous en faites pas. C'est l'état d'esprit des députés aujourd'hui. Parce qu'il faut que je vous rappelle, l'institution qui a vraiment déjà été, bon, si on peut appeler ça victime ou quoi, non, même pas victime, qui a eu à subir une coupe budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, les députés. Vous pouvez vérifier cela. Je vois dans les réseaux sociaux, comme nous on aime bien les réseaux sociaux, on informe, on divulgue des informations sans vérifier. Mais si vous vérifiez au ministère des Finances ou vous allez au Parlement, vous verrez que ce sont les députés qui déjà avaient subi cela. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, nous allons veiller à ce que toutes les institutions aussi puissent participer à cela. Il faut que ça reste, qu'on pérennise cela. Pourquoi? Parce que si nous le faisons, personne ne peut envier encore un député ou un ministre. Sous d'autres cieux, ça se fait. Un éboueur n'envie pas un ministre. Mais pourquoi pas chez nous? On ne dit pas qu'on aura la même chose, mais nous devons pérenniser cela. Mais dès qu'on aura ressorti quelque chose, une enveloppe pour nos forces armées, pour les Wazalendo, pour la police, comme ça va stimuler même les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, ils ont un bon petit salaire à l'armée, ils vont dire non. Ou à la police, ils ne vont pas dire non, ils vont aller travailler. Parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Donc nous devons maintenant mettre ça en application. Et les députés sont pour cela. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a qu'à lui de créer son pays. Voilà. Honorable Didier Mundela, il y a eu des grandes réformes, mais en tout cas une réforme majeure quand même à l'Union sacrée. Vous-même, vous êtes désormais membre du Présidium, mais il y a des voix qui s'élèvent quand même et qui pensent que ça n'a pas été fait comme il se devait. Il y a toujours ceux qui se pensent être oubliés. 40 personnes au Présidium. Comment vous avez réagi à cette restructuration de l'Union sacrée? Écoutez, c'était le souhait de tout le monde. Et notre haute autorité morale a voulu que ça soit ainsi. Et la réunion à laquelle nous avons participé, où il avait fait allusion à cela, je crois qu'il avait dit que tous les présidents ayant des députés, tous les présidents des regroupements ayant des députés à l'hémicycle doivent faire partie du Présidium. Mais bon, il y a eu aussi des personnalités. Mais tout le monde ne va pas se retrouver au Présidium.
À moins qu'on soit 500, on dise que tous les députés se retrouvent, ou tous les présidents des partis ou des regroupements se retrouvent dans le présidium. Non, il y aura toujours ceux qui seront déçus. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme quand il y avait le gouvernement, il y en a qui étaient déçus. Mais partout où nous sommes, nous pouvons servir le pays. Il n'est pas dit que je dois absolument être dans le présidium pour servir le pays. Maintenant, il faut organiser les 40 personnes, parce que ce n'est pas évident. Déjà, il y avait 6, tout le monde s'était plaint, tout le monde avait râlé, mais maintenant, il y a 40 personnes. Mais organiser les 40 personnes, c'est possible. Mais nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour montrer que moi, je suis membre du présidium. Nous sommes là pour servir les intérêts de la nation. Nous sommes là pour servir les intérêts de notre majorité. C'est très important. Nous devons comprendre cela. Et ceux-là qui ne sont pas là, ils peuvent participer d'une manière indirecte via ceux qui sont dans le présidium. Mais il faut juste structurer les choses et respecter cela. Si nous arrivons à le faire, nous aurons des résultats. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, tel n'est pas là, tel ceci ou tel là. Ça, c'est des problèmes. Qui sait? Peut-être celui qui n'est pas dans le présidium aujourd'hui, le gouvernement va arriver, il est dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ne me mettez pas dans le gouvernement, moi je vais être dans le présidium. On ne sait pas. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Il y a une décision qui a été prise. Certainement, la haute autorité de référence de l'Union sacrée est au courant. Donc, je crois que nous allons nous conformer à cela. Et ceux-là qui sont déçus, il ne faut pas aller dans les médias pour en parler. Les linges sales se lavent en famille deux fois. Pas deux fois d'ailleurs, ça se lave en famille. Vous allez voir la personne intéressée, vous en parlez, qu'il vous explique sous quels critères il a fait le choix ou l'autorité de référence a fait le choix. Comme ça, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas à dire que non, Union sacrée et Panzani et ceci ou cela. On a un sérieux problème dans ce pays, c'est la guerre à l'Est. Ce n'est pas nous, regardez nous individus, non, nos intérêts personnels, on doit les oublier à un moment. Nous devons travailler, partout où nous sommes, nous devons travailler pour le Congo. Partout où nous sommes, parce que le gouvernement va être mis en place, le président l'a dit, et les tractations vont bon train. Ceux qui sont au gouvernement veulent y rester, c'est tout naturel. Ceux qui sont dehors veulent entrer au gouvernement. Mais le président a ouvert encore une autre brèche. Ceux qui prendront sa main tendue, de l'opposition bien sûr, pourront venir à la table pour travailler pour la République. Vous pensez que les opposants peuvent effectivement répondre à cet appel du président? Je ne suis pas devant. Mais je dis, je crois en leur bonne foi. Parce qu'il s'agit du Congo. On peut être opposant, être dans un gouvernement et travailler pour l'intérêt. Parce qu'on parle du Congo, on parle de la République. Mais je vais travailler pour cela. Même si ce n'est pas celui que je voulais qu'il soit président de la République. Mais je suis là, je travaille pour le Congo. Ce n'est pas en étant opposant que je vais travailler pour le Congo. On te donne aussi l'opportunité de montrer de quoi tu es capable. Pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème. Ceux qui vont venir, il y a de la place pour tout un chacun. Le président avait dit, moi, ma porte est ouverte. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Mais maintenant, les gens qui ne se disent pas que non, si j'entre dans le gouvernement, je ne suis plus opposant. Tu peux être opposant même dans le gouvernement. Mais en travaillant pour le Congo, tu montres que non, moi je suis opposant, j'ai plaidé pour la République, j'ai plaidé pour le peuple. Parce que tous, nous avons le discours du peuple. Mais est-ce que le peuple se retrouve en nous? Posons-nous cette question-là. Donc moi, en tant qu'opposant, je peux aller, je travaille pour ce peuple-là dans le gouvernement. Et je fais bien le travail. Je n'ai pas à dire que non, je ne peux pas travailler. Ce n'est pas parce que tu as travaillé dans le gouvernement ou tu fais allégeance au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, tu travailles pour le Congo. Parce que lui, c'est le premier travailleur du Congo. La porte est grandement ouverte. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie, pensent certains, pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir tout le monde sous sa coupe? Il a déjà une très large majorité à l'Assemblée nationale. Il a lui-même été voté par le peuple à 73%, presque. Qu'il ouvre la brèche pour prendre certains autres. Et n'est-ce pas une stratégie pour lui de complètement taire les voix dissonantes, complètement museler l'opposition? Non, je ne pense pas. Personne ne s'attendait à voir cette situation. Personne. À moins que quelqu'un ait vu ça en songe ou quoi, je ne sais pas. Même lui, le président Félix, n'avait pas vu venir cette histoire, qu'on arrive à cette situation. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les Américains. Quand il y a eu le 11 septembre, il y a eu une union sacrée autour du président Bush.
Je ne sais pas comment lui l'a fait, est-ce qu'il a fait rentrer les gens dans le gouvernement ou pas, mais nous, on se dit, au lieu d'être divisés, on est africains, mettons-nous autour de la table, travaillons. Mettons nos ennemis hors de nos territoires. Parce que personne ne savait. Si on était dans la tranquillité, on allait juger le mandat du chef de l'État à la fin. Et tout allait être clair. Mais on se retrouve dans une situation d'agression d'un voisin qui a toujours lorgné le Congo. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller en ordre dispersé? Non, à un moment, on doit se dire non. C'est le Congo d'abord. Nous parlons pour cette population-là. Et la population est en train de mourir. À l'Est, là, ce sont nos frères. C'est des Congolais comme nous. Ils sont dans une situation de crise terrible. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je dois toujours rester dans l'opposition pour montrer que moi, je suis opposant. Mais on peut te mettre là et tu ne fais rien. Il y en a qui ont été ministres, qui sont opposants aujourd'hui. Beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont légué à notre pays? Qu'est-ce qu'ils vont léguer à la postérité? Pensons au futur. Ne pensons pas à nous. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'aller quelque part. Quelque part là, c'est proche de la mort. Mais ceux qui viendront après, qu'est-ce qu'on va leur léguer ici? Un pays complètement divisé à cause des tribus ou parce que celui-là est tel ou quoi, ou non, moi je suis de la majorité, je suis de l'opposition. Oublions un peu ça. Oublions un peu ça. Mais vous pensez que ceux qui ont été là depuis quelques années au gouvernement ou ailleurs, et disons ceux qui étaient au pouvoir il y a quelques années, vous pensez qu'ils n'ont pas droit à la parole? Ils sont libres de parler. Est-ce qu'on muselle quelqu'un ici? On n'a pas muselé les gens. Et s'il y a un président qui est plus insulté ou critiqué, c'est le président Félix. C'est lui qui veut nous donner des leçons, qui vient avec des libérateurs. Il faut poser la question si chez lui les gens parlent. Il faut poser la question. Il a obtenu combien aux élections? 99,13, quelque chose comme ça. Ah, c'est que chez lui, il n'y a pas d'opposition. Mais il veut nous donner des leçons. Est-ce normal? Et là, nous avons nos libérateurs qui sont guidés par lui, téléguidés. Allez-y. C'est dommage. Mais dans ce pays, on a ce droit à la parole. Mais il ne faut pas non plus aller au-delà. La liberté est là, mais il ne faut pas non plus déborder. C'est tout aussi simple. Il ne faut pas abuser. Vous avez parlé de ceux qui occupent la République démocratique du Congo du côté l'Est. Dans la démarche pour résoudre cette situation, il y a les processus de Luanda et de Nairobi. Mais depuis la rencontre d'hier entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue de l'Angola, João Lourenço, qui est médiateur dans cette crise et en même temps président de l'Union africaine, il semble y avoir une nouvelle donne. Depuis l'Angola, on parle d'un échange direct entre le gouvernement de la RDC et le M23, ce qui semble avoir secoué plus ou moins le monde médiatique et la perception que l'on avait de la résolution de cette crise. Et vous, à l'Union sacrée, vous qui êtes du côté du président de la République, comment vous avez perçu cette information qui est venue un tout petit peu comme à contre-courant? Non, écoutez, c'est vrai que le chef de l'État fait un déplacement pour Luanda. Ils ont échangé parce que le président Lorenzo est le président de l'Union africaine déjà. Et puis aussi, il a été le facilitateur, le médiateur dans ce conflit de l'Est. C'est tout à fait normal qu'ils échangent sur la question. Maintenant, nous avons vu un communiqué, mais il reste aussi de notre côté que la République démocratique du Congo sorte un communiqué officiel. Nous n'allons pas commencer à spéculer, à dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Attendons voir d'abord quelle ligne de conduite nous aurons. Parce qu'à ce jour, la République démocratique du Congo reste attachée au processus de Nairobi et de Luanda. Le processus de Nairobi tient compte de tous les groupes armés qui existent en RDC. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que l'M23. Il faut comprendre que si aujourd'hui, négocier avec l'M23, c'est bien. Mais là, le président peut asseoir encore son pouvoir jusqu'en 2028. Mais après, si ADF Nalou s'élève aussi en disant que moi, j'étais un peu calme, M23 est venu, M23 il gagne de cause. Moi aussi, je dois aller. Les autres aussi, Codeco, tout le monde va venir. Et ça sera un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment que les armes se taisent une fois pour toutes? Ça fait pratiquement 30 ans. 30 ans où l'Est du pays, l'Est de notre pays est en instabilité. Pour ce qui est de communiquer, attendons. On a vu tous dans les réseaux, mais on ne peut pas encore faire des commentaires. On va voir qu'est-ce que
le président Lorenzo propose comme démarche en tant que facilitateur, on va voir et le gouvernement congolais va étudier la chose et nous aurons un communiqué officiel. En fonction de ça, nous allons nous adapter. Nous allons aborder un sujet que je pense être le dernier, sauf si vous avez une intervention particulière, c'est la diplomatie. La République démocratique du Congo semble avoir pris de l'ascendant sur le Rwanda. Sur le plan diplomatique, ce n'était pas arrivé depuis 1994. Quelle a été la recette et comment on a pu en si peu de temps engranger autant de victoires sur le plan diplomatique? Vous savez, c'est juste un état d'esprit, d'abord du chef de l'État, aussi mettre de bonnes personnes aux bons endroits. Le gouvernement a travaillé sur la question et nous avons eu la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères qui a défendu la cause de la République. Et aussi, il y a eu certains députés qui sont allés par-ci par-là pour parler du Congo. Mais à un moment, le même discours-là du Rwanda, on l'a écouté en boucle. Hein. Plus d'une fois, les gens se sont lassés de ça. Et l'évidence est là. Il y a eu autant d'enquêtes, il y a eu autant de rapports sur l'implication du Rwanda en RDC. Mais à un moment, même l'Occident là est fatigué du Rwanda. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on parle de la situation réelle de la RDC et l'implication du Rwanda. Et aussi, il faut dire, autant de voyages effectués par le chef de l'État à l'extérieur, il a parlé Congo. Il a parlé de la réalité du Congo. Et ça, il faut aussi féliciter. Beaucoup ont critiqué les voyages du chef de l'État, ils ont dit ce qu'ils ont dit. C'est vrai, ça coûte à la République, mais nous avons vu, les résultats sont là. Aujourd'hui, diplomatiquement, c'est une bataille de gagner. Mais nous devons continuer à accentuer. Aujourd'hui, la diaspora est debout. La diaspora a compris aussi la réalité, a compris ce qui se passe. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition. Tout le monde, ils se sentent congolais. Même les enfants qui sont nés à l'extérieur ont compris cela. Tout ça, c'est avec une diplomatie agissante. C'est vrai, il y a eu des ratés, il y a des choses. Nous sommes humains. Nous devons corriger certaines choses. On ne dit pas que... Et le chef a dit, je suis humain. Peut-être ceux qui sont à l'extérieur voient certaines choses que moi je ne vois pas, mais ils peuvent venir me dire. Au lieu de passer à la télévision, commencer à pérorer ou faire du bruit. Non, ça ne sert à rien. À un moment, nous devons être responsables, rester calmes et voir comment approcher, comment faire les choses pour que le Congo aille de l'avant. C'est notre bien commun. Donc aujourd'hui, moi je suis très content par rapport à notre diplomatie, mais nous devons continuer. Même au niveau du Parlement, nous devons aller vers nos partenaires pour leur expliquer la réalité du Congo, qu'il est impérieux qu'on sanctionne le Rwanda. Et il est impérieux que le Rwanda quitte la RDC. Il est impérieux que la guerre s'arrête une fois pour toutes. Il y a moyen d'acquérir les mines de la RDC et la RDC se développe aussi, que nous ayons des contrats win-win où tout le monde est gagnant. C'est faisable. C'est faisable. À l'Union Sacrée, est-ce que vous avez apprécié la démarche des hommes d'église? La démarche des hommes d'église pour la paix. Tout le monde veut la paix. Ouais. Mais il ne faut pas chercher la paix n'importe comment, sans poser des bases réelles. Moi, personnellement, ça ne m'engage que moi. Ouais. Ça n'engage pas l'Union Sacrée, ça ne m'engage que moi. Je venais de le dire là, il n'y a pas que le M23. Il y a des groupes armés en Ituri. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Le désarmement. Il ne faut pas prendre le M23 comme si c'était le seul groupe armé où eux, ils ont beaucoup de force et tout, quoi. Non. Parce que les M23, qu'on se le dise, le M23 a déjà occupé Goma et Bukavu, si je ne me trompe. Oui. Donc, ce n'est pas la première fois. Maintenant, il faut arrêter tout ça. Il ne faut pas mettre les gouvernements dans une situation où les pays, votre propre pays, vous dites Congolais, vous voulez mettre les gens à genoux, vous voulez tuer vos frères pour accéder à des postes. Dans ce pays, d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Wamulumba avait gagné les élections en 2011. Il n'avait jamais pris les armes pour revendiquer. Il avait dit, j'ai l'impérium, ramenez-moi ces messieurs. Ça n'a pas marché, il est parti. Mais aujourd'hui, si on veut la paix, on doit bien préparer les choses. On doit prendre tout le monde
et le mettre autour de la table. Et c'est ça même le processus de Nairobi. Pourquoi on ne se réfère pas à ça? S'il y a des choses à améliorer, on peut améliorer. Mais il ne faut pas prendre le M23 et mettre tout au-dessus et les autres. Mais les autres aussi vont continuer à faire ce qu'ils ont. Il y a des désolations à Ituri. Ce n'est pas fini. On règle le problème d'M23. Quand est-ce qu'on va régler le problème de Codeco et les autres? Quand? Moi, je ne parle pas, je ne suis pas leur porte-parole. Mais je dis seulement que le sang a assez coulé en République démocratique du Congo. À un moment, il faut régler ce problème une fois pour toutes. Et c'est ce que veut le chef de l'État. Nous allons donc terminer, honorable Didier Mundela. Mais avant de terminer, j'ai dit que vous êtes député national élu de Lukunga, vous êtes de l'Union Sacrée, mais on n'a pas parlé de votre parti politique. Essor, c'est votre parti politique. Oui. Il est dans quel regroupement? Ouais. Essor de la République, c'est le parti que je dirige. Et Essor de la République est dans le regroupement AAEC, Action des Alliés pour l'essor du Congo, qui a 7 députés, 7 sénateurs, 12 députés provinciaux. Donc voilà, c'est un parti qui veut changer. Nous ne devons pas être là, regarder seulement nos intérêts. Nous devons regarder l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population. Et notre slogan, c'est diriger autrement. Nous devons faire les choses, apprendre de nos erreurs pour bien faire les choses. Demain, nous devons léguer quelque chose à la postérité. Moi, je m'inspire toujours de notre hymne national. C'est notre projet de société à tous. Regardez aujourd'hui, vous êtes en train de traverser, ok? Vous avez la tête baissée. Vous allez arriver de l'autre côté? Ou vous êtes sur le téléphone, vous êtes en train de traverser. C'est pas possible. Nous devons lever nos fronts, longtemps courbés. Regardons le développement, regardons le changement. Tous ensemble. C'est très important. Il ne faut pas chanter notre hymne national comme une récitation qu'on mémorisait quand on était à l'école primaire ou maternelle. Non, primaire, pour avoir un 8 ou un 10. Non. Il faut chanter avec les tripes. Ça doit sortir de là. Parce que nous parlons tous, le peuple, le peuple, le peuple. Depuis 60 à ce jour, le peuple se retrouve? Posons-nous cette question. Et qu'est-ce que nous devons faire pour changer les choses? C'est pourquoi il y a cette union nationale que le chef veut. Mais venons avec des bonnes idées, ne venons pas avec les idées pour remplir nos poches ou nos ventres. Il y a les attributs du pouvoir, on ne peut rien dire. Les avoirs de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui les fonctionnaires, c'est différent même dans le monde occidental. Mais il ne faut pas clochardiser la population. Il ne faut pas être là parce que moi je suis là, personne d'autre ne peut parler. Non, on doit absolument tenir compte de la population. Parce que nous sommes là pour cette population. Et c'est ce que notre parti, Essor de la République, prône. Voilà. Merci, honorable Didier Mundela, pour ce moment d'échange, question d'actualité, a bien perçu les idées que vous diffusez et la radio-télévision nationale congolaise reste toujours ouverte à ces nouvelles idées, à ces personnalités qui ont des idées à donner. Comme le président de la République le veut, la mobilisation pour tous, c'est maintenant. Et Essor pense que chacun, en ce qui les concerne, doit être mobilisé, mais de façon pérenne. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et merci à l'honorable pour nous avoir honorés. C'est moi qui vous remercie. Merci. J'ai été content d'être invité ici. Je serai toujours disponible s'il y a une opportunité. Vous avez mes coordonnées. Invitez-moi au plateau, je viendrai parler. Merci honorable, on le fera assez souvent. Merci beaucoup.